Ils avaient tout donné, 50 ans d'amour, de sacrifice et de travail. Mais au final, leurs 3 enfants adultes ne les voyaient plus que comme une gêne. Un matin à Salamanque, en Espagne, Isabelle et Julian Moral furent abandonnés comme des déchets sur le bord d'une route. Ce que leurs enfants ignoraient, c'est qu'en se débarrassant d'eux, ils jetaient à la poubelle une fortune de 18 millions d'euros, et une chance d'avoir une véritable famille. Restez avec nous, car cette histoire montrera comment la trahison peut briser les liens du sang, comment des inconnus peuvent devenir la famille dont nous avons toujours eu besoin, et comment le destin offre parfois la justice de la manière la plus inattendue. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci et dites-nous dans les commentaires depuis quel pays vous nous écoutez. Dans un quartier tranquille de Salamanque, l'aube tomba lourdement sur la maison des Moral. Isabelle Moral, 72 ans, se réveilla avec cette même douleur sourde dans la poitrine, une douleur qui n'avait rien à voir avec l'âge ou la maladie. C'était la douleur de se sentir indésirable. À ses côtés, son mari Julian, 78 ans, se trouvait agité, la respiration irrégulière à cause des médicaments cardiaques qui le maintenaient en vie. Elle lui caressa doucement les cheveux argentés et murmura « Comment en sommes-nous arrivés là, mon amour ?» Forçant ses articulations raides à bouger, elle se dirigea vers la cuisine et commença à préparer le petit déjeuner. C'était un repas simple, du pain, du café, des fruits, mais lorsque leur fille aînée, Elena, 45 ans, entra, elle fronça les sourcils. « Encore en train de gaspiller de la nourriture, maman? Tu crois que l'argent tombe des arbres ?» cria-t-elle en jetant une pile de factures médicales de son père sur la table. 500 € ce mois-ci en médicaments. La moitié de mon salaire, juste pour les maintenir en vie. Isabelle resta immobile. Pour Elena, ses parents n'étaient plus des personnes. Ils étaient des dépenses. Quelques instants plus tard, Raphaël, 42 ans, arriva de son service à l'usine, encore vêtu de sa combinaison tachée d'huile. Sa voix était fatiguée, mais froide. Ça ne peut plus continuer comme ça. Les médicaments, la nourriture, les factures, il faut faire quelque chose. Puis apparut Diego, 32 ans, encore en pyjama près de midi. Il s'appuya contre le cadre de la porte avec un sourire moqueur. Il était temps qu'on parle de la maison de retraite. Ma copine ne veut même plus venir. Elle dit que c'est déprimant de vous voir tous les deux vous traîner dans la maison. Les mots coupèrent comme des couteaux. Déprimant. Voilà ce qu'ils étaient devenus. Les enfants ne perdirent pas de temps. En cachette, Isabelle les entendit murmurer. C'est décidé, dit Raphaël. L'établissement en périphérie Résidence San Miguel viendra les chercher aujourd'hui. Ils ne reviendront jamais, murmura Diego. Et on fera passer ça pour de l'amour, ajouta Elena froidement. On versera quelques larmes. On dira que c'est temporaire. Isabelle faillit s'effondrer. Il ne prévoyait pas de les aider, il prévoyait de s'en débarrasser. Cet après-midi-là, le personnel arriva. Julian, fragile et tremblant, serra la main d'Isabelle tandis que leurs enfants faisaient semblant de pleurer. C'est pour votre bien, insista Elena. Les voisins observaient la scène alors que le couple était escorté jusqu'au fourgon, murmurant à propos du spectacle. Pour Isabelle, cela ressemblait à un cortège funèbre, sauf que les morts respiraient encore. La résidence San Miguel était un lieu d'âmes oubliées. L'air y était épais et étouffant, un mélange de désinfectants, de draps humides et de désespoir qui s'accrochait au mur. La peinture jaune, autrefois joyeuse, était délavée et craquelée, comme si même l'espoir avait abandonné ici. Isabelle et Julian furent conduits dans une chambre remplie de lits en fer, chacun occupé par quelqu'un que sa famille avait laissé derrière. Des gémissements et des murmures remplissaient la nuit comme un cœur triste, des voix de personnes que plus personne n'écoutait. Aux longues tables du réfectoire, ils rencontrèrent Doña Rosario, qui pleurait en silence au-dessus de sa bouillie chaque matin, ses larmes se mélangeant à la masse pâle qu'elle ne terminait jamais. En face se trouvait Don Matteo, qui répétait la même phrase encore et encore. « Mon fils a dit qu'il viendrait hier, peut-être aujourd'hui. » Sa voix tremblante portait une espérance que tous avaient vide. Chaque répétition était comme un couteau qui s'enfonçait plus profondément dans le cœur d'Isabelle. En quelques semaines, la lumière de Julian commença à s'éteindre. L'homme qui avait construit sa maison brique par brique, qui remplissait son jardin de rires et de citronniers, restait maintenant assis, regardant des assiettes froides sans les toucher. Ses épaules s'affaissèrent, comme si le poids de la tristesse était trop lourd à porter. La nuit, sa main tremblait dans celle d'Isabelle, et ses yeux devenaient chaque jour plus opaques. Un après-midi, alors que la pluie frappait les fenêtres, Julian murmura. « Isabelle, si nous restons ici, nous mourrons. Pas de maladie ni de vieillesse, cet endroit tue l'âme. Je préfère mourir libre, même dans la rue, que pourrir dans cette prison. » Isabelle embrassa sa main, ses larmes imbibant sa peau. Elle savait qu'il avait raison. S'il restait, il disparaîtrait comme tant d'autres, oubliés en silence. Dès cette nuit-là, ils commencèrent à murmurer comme des fugitifs, planifiant leur évasion. Chaque détail comptait, les tours des infirmières,
le grincement des portes, les heures où les yeux du personnel cédaient au sommeil. Leur seule arme était l'espoir et ils s'y accrochaient de toute leur force, car c'était tout ce qu'il leur restait. À l'aube, lorsque l'infirmière de nuit s'endormit, ils se faufilèrent dehors. Julien, son manteau usé sur les épaules, serrait la main d'Isabelle avec force. Ils marchèrent jusqu'à la grille en fer et respirèrent l'air froid de la liberté. Des heures plus tard, le soleil se levait sur la carretera nationale 620, près de Penaranda de Bracamonte. Leurs jambes tremblaient d'épuisement. La poitrine de Julien se soulevait douloureusement, la sueur trempant sa chemise. « Je ne peux plus continuer » halta-t-il. Isabelle le soutint, les larmes coulant sur son visage, murmurant des prières vers le ciel ouvert. Alors, comme un miracle, une vieille camionnette blanche s'arrêta. Un jeune homme sauta du véhicule, Luis Ortega, 30 ans, un humble mécanicien aux yeux bienveillants. « Madre mia, que faites-vous ici » s'exclama-t-il en courant soutenir Julien. « S'il vous plaît » supplia Isabelle. Son cœur, il a besoin d'aide. Sans hésiter, Luis les installa dans sa camionnette et fonça vers l'hôpital universitaire de Salamanque. Ce jour-là, un inconnu fit ce que leurs propres enfants n'avaient jamais fait, il se soucia de leur vie. À l'hôpital, Julien subit une grave crise cardiaque. Les médecins dirent que sa survie relevait du miracle. Isabelle ne quitta jamais son côté. Luis non plus. Pendant une semaine entière, il dormit sur des chaises de couloir, refusant de partir. Quand il présenta finalement sa femme, Maria, 38 ans, elle prit Isabelle dans ses bras comme si elle la connaissait depuis toujours. Le couple n'avait pas d'enfants, mais rêvait d'une famille. « Venez vivre avec nous » dit Maria doucement. « Pas comme une charité. Comme maman et papa. Les parents dont nous avons toujours rêvé. » Pour la première fois depuis des années, le cœur d'Isabelle se remplit d'espoir. 2 semaines plus tard, dans la modeste maison de Luis et Maria à Séville, la vie recommença. Isabelle préparait des repas accueillis avec gratitude au lieu de reproches. Julien s'occupait d'un petit potager dans l'arrière-cour. Puis, quelqu'un frappa à la porte. Un messager remit une enveloppe lourde adressée à Julien Moral. À l'intérieur, les documents révélaient une vérité stupéfiante. Son grand-père, Santiago Moral, lui avait laissé 12 propriétés à Madrid et Salamanque, ainsi que 18 millions d'euros. Pendant des années, les lettres avaient été envoyées, mais interceptées. Ses enfants le savaient. Et pourtant, ils l'avaient abandonné. La nouvelle de l'héritage se propagea rapidement. Quelques semaines plus tard, une Mercedes noire s'arrêta devant leur nouveau foyer. En descendirent Elena, Raphaël et Diego, vêtus de vêtements de designer, l'orgueil suintant de chaque geste. « Nous sommes venus vous ramener à la maison » dit Raphaël, forçant un sourire. « À la maison » cria Julien, s'appuyant sur son bâton. « Tu veux dire l'endroit où vous nous avez appelés un fardeau? Où vous nous avez jetés comme des ordures ?» La tension explosa alors qu'ils insistaient sur l'héritage. « Il appartient à la famille » exigea Elena. « Non » répliqua Isabelle avec fermeté. « Il appartient à ceux qui étaient avec nous quand nous n'avions rien. Et ce n'était jamais vous. » À cet instant, Maria avança, farouche comme le feu. « Maintenant, ce sont mes parents. Parce que je les ai choisis. Vous avez eu votre chance et vous l'avez gâchée. » Vaincus, les enfants repartirent. La voix d'Isabelle les suivit. « Vous nous avez abandonnés une fois. Plus jamais. » Avec l'aide du docteur Herrera, leur avocat à Madrid, l'héritage fut officiellement sécurisé au nom de Julien et Isabelle. Pour la première fois de leur vie, ils n'avaient plus peur des factures ou des humiliations. Assis ensemble dans le bureau de l'avocat, ils signèrent les papiers avec des mains tremblantes, non de peur, mais d'émotion, heureux de reprendre le contrôle de leur destin. Ils y rédigèrent également leur Nouveau Testament. Avec calme et conviction, ils décidèrent que tout irait, non pas aux enfants qui les avaient trahis, mais à Luis, Maria et la nouvelle famille qui les avait entourés d'amour. « Le sang nous a abandonnés » dit Isabelle en signant. « Mais l'amour nous a sauvés. » L'argent transforma plus que leur propre vie, il construisit un refuge pour d'autres comme eux. Luis et Maria agrandirent leur maison de Séville pour en faire un foyer pour vieillards oubliés. Doña Pilar, avec ses histoires de jeunesse dans le Nord, y trouva la paix. Don Esteban, qui dormait dans des gares, avait désormais une chaise près du feu et quelqu'un pour écouter ses blagues. Un par un, d'autres arrivèrent, jusqu'à ce que la maison se remplisse de rires, de musique et de vie. Pour Isabelle, chaque sourire autour de la table prouvait que l'argent pouvait faire plus qu'acheter du confort, il pouvait rendre la dignité. De temps en temps, arrivaient des lettres écrites d'une calligraphie familière. Elles venaient de leurs enfants. Des supplications, des excuses, des justifications. Elle ne les ouvrit jamais. Une par une, elle les jeta dans le feu de la cuisine, observant le papier se tordre et noircir. Ils l'avaient effacé de leur vie, désormais, elle les effaçait de la sienne. Et à chaque lettre réduite en cendres, elle se sentait plus légère, plus libre, plus certaine d'avoir choisi la bonne famille.
Julian mourut paisiblement une nuit de printemps, la main d'Isabelle dans la sienne. Dans son testament, il laissa à ses enfants un seul euro symbolique, accompagné d'une note. Je vous laisse ce que vous nous avez donné quand nous avions le plus besoin de vous, rien. Isabelle vécut jusqu'à 95 ans, entourée par la chaleur de sa famille choisie. Elle mourut comme elle en avait toujours rêvé, non pas abandonnée, mais aimée. L'héritage des Morales finança un réseau de foyers pour personnes âgées oubliées dans toute l'Espagne. Sur le mur du premier foyer de Séville, une plaque dit « Ici vivent ceux qui ont montré que la véritable famille se construit avec l'amour, non avec le sang. » Pendant ce temps, Elena, Raphaël et Diego conservèrent leur richesse, mais pas la paix. En passant par Salamanque, ils apercevaient parfois la maison que leurs parents avaient reconstruite avec amour, et baissaient la tête de honte, hantés par la famille qu'ils auraient pu avoir. L'histoire d'Isabelle et Julian Morales ne parle pas d'argent, elle parle de la vérité inestimable que l'amour, une fois donné sincèrement, devient le plus grand héritage de tous. Et ainsi, au crépuscule de leur vie, Isabelle et Julian découvrirent la plus grande vérité. La famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est, mais celle qui choisit de vous aimer quand il ne vous reste plus rien. Leurs enfants ne gardèrent que le remords, tandis que des inconnus leur offrirent tout ce qu'ils avaient toujours désiré. Maintenant, dites-nous, si vous étiez à la place d'Isabelle et Julian, pardonneriez-vous les enfants qui vous ont abandonnés ou leur fermeriez-vous la porte pour toujours? Partagez-le avec nous dans les commentaires, et merci d'écouter Voix d'Espoir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.